Vous êtes sensible aux saisons qui passent, au temps qui passe ou pas, non? Je suis très sensible aux saisons, quoi, et ma musique s'en ressent, quoi, selon que je crée quelque chose plutôt en hiver ou en été, par exemple, ça n'a rien à voir, quoi. En été, c'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus électrique. En hiver, c'est plus acoustique, plus intimiste, plus près des racines ou alors plus près de la poésie, plus près de choses intérieures. Et je suis né au creux des vagues, au pays des algues, mon blanc berceau, encore chaud, je nais en fleurs, en main de demeure, auront doré tous mes étés. Et je suis né au creux des vagues, en pays d'algues. Mon père, la guerre, était marin, je l'ai rejoint. Alan Stivell est l'un des représentants les plus marquants de la renaissance de la culture bretonne dans ces 30 dernières années et d'une façon plus générale de l'art celte. Et voir un peu quel a été son cheminement pendant cette période, c'est aussi voir ce qu'a été l'évolution tourmentée du régionalisme et d'une façon beaucoup plus générale, l'évolution bouillonnante de la musique, donc dans ces 30 dernières années. Alan Stivell est né en 1944 et sa carrière, on peut dire que sa carrière commence en 1953. Et 1953, c'est une grande date pour la culture bretonne, Alan, puisque à ce moment-là, votre père invente quelque chose qui avait disparu, enfin réinvente quelque chose qui avait disparu depuis près de, enfin certains disent 800 ans, d'autres 400, d'autres 200. Je ne sais pas quel est votre point de vue, c'est la harpe celtique. Je fais une moyenne, je dis grosso modo 400, quoi. Donatien Laurent dirait 800 ans, parce qu'on n'a pas retrouvé de harpe celtique. Enfin, mon père a voulu faire un lien entre la fin de l'indépendance bretonne, où il existait encore, pour pas mal de gens, des harpes celtiques, et la période actuelle, quoi. Et ce renouveau de la harpe celtique, j'ai Hippolyte Montjarret à côté de moi, mon père l'a pensé un petit peu parce qu'il y avait depuis quelques années une renaissance des instruments biniou-bombarde et il se disait, bon, ben, d'abord pour les filles, il n'y a pas d'instrument et d'autre part, bon, on n'a pas d'instrument à cordes. Et donc c'est parti de ça. Il ne l'a pas fait uniquement pour faire un instrument de musique, hein, c'est bien ça, on est bien loin de là, ouais. Puisque l'instrument lui-même, pendant 100 ans, par les poètes romantiques, était un peu le symbole d'une Bretagne vivante, quoi, et d'une Celtie vivante, quoi. Donc il pensait qu'en refabriquant une harpe celtique, ça serait tout un aspect de la Bretagne, de la civilisation bretonne qui renaîtrait. Et vous, à 9 ans, donc, à Paris, c'était en novembre 53 ? Et là, j'ai joué à la Maison de la Bretagne, à Paris, en novembre 53. Et vous aviez l'impression, tout enfant comme ça, de vivre quelque chose d'important ou... Oui, quand j'ai touché pour la première fois cette harpe, quoi, ça a été quelque chose qui est passé à travers les cordes, quoi. Il n'y a pas une passion pour toute la civilisation celtique, quoi. J'ai voulu essayer de tout apprendre, quoi, sur la civilisation celtique.
de Veriesi, quand la harpe est arrivée en 53, vous, les gens des Bignoux et des Bombardes? Oui, là, il y a une précision que je voudrais apporter. Je me souviens, j'avais 15-16 ans, avoir entendu à Saint-Nicolas-du-Pelem une femme jouer de la harpe celtique. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette brave personne. Je l'ai réentendue pendant la guerre, 42-43. Et je pense que c'était un instrument qu'elle avait dû acheter au Pays de Galles ou en Irlande. Mais elle était surtout harpiste et jouait de la harpe de concert. Et elle s'était mise à cette petite harpe. Mais c'était resté très localisé. Et on n'en parlait même pratiquement pas. Lorsqu'il y avait des réunions du mouvement national breton de l'époque, c'était surtout le Parti national breton, et elle venait jouer un air ou deux comme ça, mais c'était tout. Il n'était pas du tout question de relancer l'instrument. J'ai travaillé d'abord la harpe d'une manière très intensive pendant 5 ans, quoi. Et après, j'ai laissé tomber un peu la harpe, et c'est là que je me suis mis au fond au breton, quoi. Parce qu'avant, bon, je connaissais quelques bribes, mais pas capable de parler, quoi, du tout. Oui, parce que vous et c'est après avoir laissé un peu tomber la harpe que je me suis mis au breton. Et après avoir laissé, enfin on en parlera plus tard, quoi. Et après avoir laissé un peu le breton, je me suis mis à fond à la cornemuse et tout ça, et la musique de Bagad. Et c'est là où je me suis mis à fond, quoi. C'est seulement quand je me suis mis à chanter que je me suis remis à fond à parler breton. C'est-à-dire que moi j'étais donc resté pendant un certain temps donc dans la harpe, à côté, disons, fusion de musique classique et musique celtique. Et quand j'ai entendu pour la première fois du rock, alors là, je veux dire, ça change un peu de sujet, quoi. Et les Shadows, etc. C'est là que ça a déclenché chez moi le désir de faire une musique moderne, mais en allant le plus loin possible dans le modernisme. Alors en 1959, c'est 58-59, vous faites votre premier disque. Mais vous n'êtes pas la vedette du disque à ce moment-là. Il faut dire que vous avez 15 ans. Voilà, c'est d'ailleurs un petit peu, donc quand j'ai laissé, quand Denise Mejvan a cessé de me donner des cours, à ce moment-là, mon père a voulu essayer de montrer les possibilités que la harpe pouvait avoir en point de vue accompagnement du chant, quoi, et a fait appel à André Le Guil. Et donc, chez Moës Braise, on a fait les premiers 4-45 tours, quoi. Et puis là, alors, vous avez mis le pied à l'étrier. Ensuite, bon, bah, on a fait un 45 tours solo, et puis après, un 25 cm de harpe. Mais est-ce que vous choisissiez vous-même les thèmes, Ah non, là, c'était mon père, tout à fait. Là. À ce moment-là, c'était lui qui faisait les arrangements, quand c'était pas Denise Mejvan, quoi. Vous lui devez énormément, au fond, à votre père. Ah oui, c'est certain, je veux dire, puisque... Je veux dire, je ne sais pas ce qui serait passé s'il n'avait pas voulu recréer la harpe. Mais quand même, les gens qui ont travaillé avec vous, je pense à Youn Sika, disent que parmi tous ceux donc, de cette génération-là, vous étiez l'un de ceux, d'une part, qui avait la meilleure culture musicale, et en plus, une créativité permanente. Vous avez travaillé 10 ans avec... Oui, nous avons été une dizaine d'années, très souvent ensemble, à sonner en couple, et donc, je disais tout à l'heure, animer le Bagad Blaymore. Ça a été l'occasion de beaucoup de créations, de morceaux, et là, Alan a déjà commencé à donner, je dirais pas toute sa mesure de compositeur, mais il a fait des choses très intéressantes, soit sur le plan de la musique bretonne, de l'arrangement pour Bagad, et je pense que ça a commencé à préfigurer de l'avenir. Ganya menaninket kei me bazaniris
die met haar geruzet, alak die wamabis, walina loret, walina loret. Donc vous aviez cette formation très diverse, mais vous aviez aussi une formation classique. Et une formation classique qui a été assez, je crois, vous avez pas trop longue. Ben, pas très longue, non, Hein? puisque finalement, je disais, bon ben, j'avais fait un peu de piano avant, et puis l'art, bon ben, c'était une formation surtout classique, puisqu'il n'y avait plus de tradition de technique de l'art celtique en Bretagne, quoi. Mais ensuite, donc, il y a eu le rock qui est arrivé, notamment, quoi. Et puis donc après, cette musique de bagad, en gros, je me suis formé plus sur le tas, d'une manière très prudente, en partant de choses, bon, musique à base de bourdon, etc., quoi. Et vous êtes Et en content de ne essayant pas de développer des formes d'harmonie et tout ça sur le terrain à partir de la musique traditionnelle, en avançant pas à pas, quoi. Si bien que la musique de bagad a été aussi des formes d'expérimentation qui ont été utiles ensuite, que quelquefois j'ai eu qu'à développer simplement sur un plan orchestral, quoi. Mais le fait de n'avoir pas dû pousser très longtemps les études classiques est une chose qui, avec le recul, vous paraît avoir été bénéfique? Eh ben, c'est à double tranchant, hein, parce qu'en fait, j'en ai un handicap, certain. D'un autre côté, j'ai à moitié choisi à un moment donné, quoi. J'essayais d'essayer de suivre une voie la plus originale possible, et j'avais quand même un petit peu peur que, en me mettant complètement sous la coupe de professeur du conservatoire, j'avais peur qu'on m'oriente un petit peu trop dans un certain nombre de directions, quoi. Et j'ai préféré me former moi-même. On pourrait dire, à la limite, c'est un petit peu... Moi, ce que je fais comme harmonisation, qui n'est pas très sorcier, c'est un petit peu des formes d'harmonisation qui partent de musique traditionnelle, un peu comme par exemple les chœurs bulgares, au fond, qui sont partis de traditions, puis qui se sont développés, ou d'ailleurs le chant polyphonique corse ou de Sardaigne, quoi. Et à partir de quel moment? Des formes d'harmonisation, etc., qui partent de racines populaires par un développement qui est complètement, qui est finalement différent, même s'il peut rejoindre l'harmonie classique, etc., quoi. Et à cette époque-là, vous portiez quel nom en tant qu'interprète et en tant que... Alain Cochevelou, mon nom de famille. Traduction? Et Cochevelou, c'est Costivelou, ou Costivelou, quoi, les vieilles sources. Et Alan Stivell, alors, c'est la jeune source? Simplement. Source, simplement, quoi. C'est-à-dire que j'ai abrégé mon nom de famille.
Dans les années 65, il s'est passé à Paris un phénomène assez extraordinaire dans le monde de la chanson. Et à l'origine de ce phénomène, il y a un personnage très curieux qui est là ce soir, regardez-le bien, il s'appelle Lionel Rochman. Très curieux. Qui a eu l'idée de créer à Paris ce qu'on appelle des hootenannies. Hootenanny, H-O-O-T-E-N-A-2-N-Y. Alors à quoi ça correspond les hootenannies? Ça n'avait, il n'y a aucune explication à donner, aucune explication possible. Non, c'était des spectacles entièrement improvisés. Où tous les artistes étaient librement admis à se produire, absolument sans aucune sélection, sans aucune restriction. Et puis un jour, il y a un garçon qui est arrivé, un garçon assez curieux, là, qui avait des desiderata très particuliers. Très timide, un garçon très timide qui avait assisté à une soirée comme ça, mais simplement en auditeur, et qui me dit, je voudrais venir la semaine prochaine chanter monsieur, est-ce que je peux, enfin il a peut-être pas dit monsieur, est-ce que je peux venir chanter la semaine prochaine? Mais moi, c'est pas des chansons américaines, je chante en breton, dit-il, très timide, en s'attendant à une réprimande. Et puis il a dit, mais, où j'ai dû lui demander, tu t'accompagnes à la guitare? Non, à la harpe, dit-il, d'un air gêné. Et quand il est venu jouer et chanter la semaine suivante, ça a été un accueil absolument fantastique, tout de suite. Alan, vous vous souvenez de cette soirée-là? Bah oui, c'était la première fois que j'ai chanté, à part... dans le temps, j'ai chanté autour du feu de camp des scouts de Blaymore, quoi, mais autrement, première fois que j'ai chanté en public, c'est Hootenanny de Lionel Rochman. Et le fait de rencontrer ainsi des gens donc, qui portaient un peu la musique américaine, pour vous qui était un représentant de la musique bretonne. C'est-à-dire que ça correspondait en même temps à une époque dans laquelle, moi j'étais entré en fac, on entendait John Baez et Bob Dylan entre les cours. Par contre, quand je rentrais en Bretagne, c'était que Dalida, Cha-Cha-Cha, Gloria Lasso et Bambino et Tango. Et c'était un trop grand scandale, quoi. Je veux dire, avant, j'étais toujours timide, en fait, quoi. Et, mais, je veux dire, là, c'était pas possible, il fallait que je fasse quelque chose, quoi, parce que il y avait, au fond, une vague de folk américain. Bon, j'avais suivi un petit peu l'évolution de la musique de radio et tout ça, et je m'apercevais que finalement, elle s'était quand même un petit peu rapprochée de nous, en fin de compte, puisque entre la période d'avant le rock, bon, et puis après avec l'avènement du rock, et ensuite cette vague du folk song américain, là, je veux dire, la musique par moment se rapprochait de la musique celtique. Ça doit être trop scandaleux qu'en Bretagne, on continue à se moquer de nous, cette petite minorité qui aimait la musique bretonne. Donc le folk song américain vous a rendu service en tant que chanteur breton? Oui, dans la mesure aussi où ça a préparé les gens de nos générations à avoir d'être un tout petit peu moins raciste presque vis-à-vis de leur propre culture. Ou leur propre culture ou la culture bretonne. Ouais. Moi je vais plus loin que ce que dit Alan à propos de lui-même et à propos de son propre rapport, c'est que ça a correspondu à un besoin, immédiatement. Même chez les gens qui n'étaient pas bretons, besoin de tout le monde de affirmer son identité propre. Gilles Servat, c'est vrai, Gilles? Oui, c'est vrai. Porte-drapeau des cultures minoritaires? Bon, je veux dire, sur ce qui s'est passé en France, dans aucune région,
que ça soit l'Occitanie, l'Alsace, etc. Il s'est passé le phénomène qui s'est passé avec Aland, C'est vrai. qui a été qui a porté la musique celtique et la musique bretonne à un niveau beaucoup plus important que tout ce qui s'est passé ailleurs. Il a été pour nous, moi enfin, personnellement, il m'a influencé beaucoup. Marie-Paul, vous avez connu Alan en quelle année? Je l'ai connu en 67, c'était dans un cabaret à Dinan, c'était un cabaret qui s'appelait Les Templiers. Et le même soir, j'ai rencontré Alan et Glenmore, et ça a été pour moi la révélation de mon identité bretonne, d'une part au travers de la musique d'Alan Stivell et au travers de la poésie de Glenmore. Parce que la culture bretonne, je la connaissais par bribes, par l'intermédiaire de ma grand-mère, mais c'était pas aussi... là, ça a été quelque chose vraiment de très très violent. Vous chantiez quelque chose de tout à fait différent avant? Je chantais des chansons, disons, inspirées, enfin, au niveau de la musique, par John Bess, Bob Dylan, enfin, j'étais très influencée par eux. Et puis, bon, par la suite, je me suis mise à chanter la Bretagne et à découvrir avec passion toute la culture de mon pays. Moi, je ne peux que dire la même chose que Marie-Paul. J'ai vu Glenmore à Paris passer à la Mutualité. À cette époque-là, je chantais chez Tijos. Dans une crêperie, c'est ça? Dans une crêperie, oui, oui. C'était rue Vendôme. Et Alan venait manger, là, puis je le voyais, il chantait à Thierry-Montis, à Cabresse, le jeudi soir. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai connu Alan. Et bon, au début, si tu veux, il n'a pas eu une influence sur moi, mais c'est plutôt Glenmore au départ qui a une influence sur moi. Et par la suite, quand il a fait quand je l'ai connu mieux, quand j'ai écouté ses disques et tout, sa musique a eu beaucoup d'influence sur ce que j'ai fait. Toute proportion gardée. Bon, enfin, par exemple, si j'ai fait des trucs pentatoniques, parce que tu m'as intéressé à la musique pentatonique, par exemple. De la musique pentatonique. C'est une gamme qui a 5 tons. C'est-à-dire qu'on fait sauter 2 notes, c'est ça? En fait, c'est la gamme de base en fait, de la musique la plus ancienne, finalement, du monde, quoi, la musique populaire du monde. Et finalement, le squelette de la musique celtique, finalement, est essentiellement pentatonique. Quoi. Comme la musique chinoise, un peu? Oui. Ça oui. C'est-à-dire, on fait sauter, qu'est-ce qu'on fait sauter comme note? Par exemple, si on prend une gamme de Do, on fait sauter le Fa et le Si, ça fait Oui. de la pentatonique. Il faut prendre que les touches noires du piano. Que les touches noires du piano, voilà. Alors ça fait tout de suite chinois dès le départ, mais on peut trouver autre chose quand même. Alors vous trois, vous vous êtes trouvés, donc, enfin Gilles non, puisqu'il a commencé un an après, et vous avez quand même vécu très intimement mai 68. Est-ce que ça n'a pas été pour vous, pour une sorte de miracle, tout d'un coup, le public qui allait vers vous, car il est allé vers vous, je dirais pas qu'il est allé comme la vache va au taureau, mais tout d'un coup, il y a eu une espèce de révélation, non? Mais 68 était du fait que c'était un espèce de grand choc psychologique, etc., qui bouleversait tout, ça a permis notamment à la gauche française, au moins une partie de la gauche française, de commencer à réfléchir, à oublier de son vieux conservatisme finalement contre certains droits de l'homme, comme les droits du breton, parce que le breton est un homme aussi, ou une femme, et donc le respect des cultures, le respect des différences, etc. C'est en mai 68 que beaucoup de gens ont commencé à comprendre ça, et à comprendre et à admettre finalement que beaucoup de Bretons avaient lutté depuis des temps immémoriaux pour obtenir la dignité. Gilles, vous avez eu la même impression? Oui, mai 68 a changé beaucoup de choses. Ce que vient de dire Alan, c'est complètement vrai. Il a aussi moi, je me suis senti beaucoup moins gêné par tous les relents de nationalisme qu'on nous collait sur le dos. Je veux dire, à partir de mai 68, j'avais plus l'impression d'être un vieux nationaliste, je crois, complètement réactionnaire en parlant de la Bretagne ou des choses comme ça. Ça a complètement changé notre façon de voir les choses et je pense qu'il y a le mouvement breton a pris une direction complètement neuve à ce moment-là, enfin, sur le plan des idées, ce qui a donné un mouvement très chaud du côté verbal et musical, puisqu'on a exprimé des idées, justement, on les exprimait par le chant en général, et bon, ça donnait un mouvement très puissant à ce niveau-là.
festival 1972, c'est le passage à l'Olympia, et c'est le choc pour vous. C'était un peu un choc psychologique, quoi, puisque finalement, les gens, l'Olympia a été quelque chose qu'on a à juste titre considéré comme ambigu, parce que c'était d'un côté le temple de la musique, on pourrait dire in, ou de la musique du show business un peu, si on veut. Oui, c'est la consécration, c'est par là qu'il faut passer. Le côté, le temple de la musique, etc., à Paris, quoi. Et de l'autre côté, ce que je présentais dans ce plat-là, c'était quelque chose qui n'était pas du tout imposé par Paris, quoi. Et en fait, c'est ça l'analyse totale des choses. C'est que ce que je présentais dans ce plat-là n'était pas du tout parisien. Et vous vous souvenez Et très cette bien de la soirée? contradiction-là, si tu veux, était une contradiction qui d'une certaine manière, obligeait les gens à se situer par rapport à ça. Je dois dire qu'on ne savait pas du tout quel résultat aurait cet Olympia. On pensait encore, si je me rappelle bien, à midi, que le soir même, la salle serait vide. Et puis on est arrivé, on a vu un public qu'on ne connaissait pas. On a vu des gens avec des filles avec des jupes un peu larges. Vous savez, tous les gens qui sont devenus des babacools par après. Et à ce moment-là, ça n'existait pas encore, mais on les a vus là, on a vu vraiment un public qu'on ne connaissait pas. C'était pas des habitués du show business, c'était pas tout à fait des habitués des Hauts-de-Nany, c'était un autre public qui s'est manifesté et qui a eu une adhésion totale avec Alan. On aurait dit que la plupart des gens qui étaient là ne cherchaient pas vraiment à s'amuser, mais cherchaient à participer à quelque chose, davantage qu'autre chose. Ils ont compris ce qu'Alan voulait, même ceux qui ne le connaissaient pas, et tous les gens étaient là pour essayer de montrer une revanche de la marginalité ou de la minorité, des minorités. Et comment ça s'est traduit dans la salle? Eh bien, ça s'est traduit, d'abord la salle était bourrée, et ça s'est traduit donc par un grand nombre de places, un gros succès. Et puis, il n'y avait pas seulement pas assez de places, il y avait aussi des sports. Et encore davantage que ça, ils avaient une chaleur, une réponse immédiate. Je dois dire, quand Alan bougeait, il y avait tout de suite un mouvement dans la salle. Et puis, tout à l'heure, vous parliez des fest-noz et des festounos, et qu'est-ce que c'était? Un festounos, c'est très simple, il n'y avait qu'à prendre ce qu'ils veulent, on met sur une salle, même à l'Olympia, on met des gens qui veulent bien l'écouter, et ils se mettent à danser entre les fauteuils. Donc, à ce moment-là, la musique régionale, enfin, entre guillemets, conquiert Paris. Enfin, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, Non. mais il y a en même temps l'apparition des premiers groupes rock français. En même temps, non, en fait, c'est plus la fin des années 60, quoi. Hein. Avec les groupes comme Magma, Total Issue, qu'est-ce qu'il y avait aussi Triangle, Gong. Et finalement, je me suis immiscé dans ce mouvement-là. Personnellement, ça me paraissait très important que, une façon de... D'une part, je faisais partie de quelque chose qu'on considérait comme très marginal, et en même temps, je faisais partie d'un mouvement mondial qui était en fait le grand mouvement de la jeunesse du monde, en fait, quoi, autour de la pop musique, en fait. Et ça me paraît, personnellement, je trouvais très important de m'inscrire dans ce mouvement mondial, quoi. Votre carrière, à partir de ce moment-là, devient une carrière internationale. Oui. Et comment vous avez été accueilli à l'étranger? Par quel pays d'abord? Ben, ça a d'abord été l'Angleterre, quoi, la Grande-Bretagne. Et on a fait une série de tournées en Grande-Bretagne, de concerts à Londres et tout ça. Et on s'est immiscé dans des salles de plus en plus grandes. Et le Canada, quoi. Essentiellement, c'était ces pays-là, quoi. Et qu'est-ce qui a accroché? C'était la harpe celtique ou c'était le reste? C'était un ensemble, parce que finalement, à cette époque-là, il ne faut pas oublier que en Grande-Bretagne, les gens se posaient des questions aussi sur est-ce qu'on va continuer à singer les Américains éternellement, et on va faire aussi des trucs à nous, en partant de nos racines, parce qu'on n'arrive jamais à se rendre compte que les Américains, toute leur vie et encore maintenant, font du progressive folk. C'est-à-dire qu'ils font une musique qui a des racines dans le folk américain, qui soit blanc, noir, chant de travail, chant d'origine irlandaise, etc., quoi. Et tout ça prenant des formes évolutives avec l'évolution de la technologie, tout ça,
vers le rock, le jazz et tout ça. Il y avait à l'époque globalement une recherche d'identité, disons une prospective musicale qui voulait qu'on prenne tout matériau musical possible pour essayer d'en faire quelque chose et l'actualiser dans les années 80. Et une recherche d'identité. Donc il y avait Stivell en Bretagne, mais en Angleterre il y avait Steel Espagne et Fairport Convention. C'est-à-dire que la musique rock, si tu veux, était une musique de libération, et considérée comme telle, quoi. Et il fallait, en Europe, porter plus loin la libération. Et donc, ne pas se contenter d'imiter les Américains. La seule chose, si tu veux, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est une minorité. Je fais partie d'une minorité qui s'est fait chier pendant des années et des années à se faire cracher dessus, quoi. Parce que, aussi, on a tendance à dire, oui, alors finalement, naturellement, on fait partie d'un mouvement qui évolue naturellement vers les racines, etc. Et voilà, c'est tout, c'est le mouvement du monde, quoi. Mais on s'est fait cracher pendant 20 ans dessus aussi, et j'ai fait partie de ces gens qui se sont fait cracher dessus. Il a fallu aller au charbon. C'est vrai. Là est très très important. Ça explique peut-être pourquoi il est encore tout seul un peu là sur la scène du progressive folk et du folk rock, alors que des groupes comme Steel Espagne et Fairport Convention ne sont plus là. C'est-à-dire que chez Alan, il y a un arrière-plan social, politique, qu'il n'y avait pas, enfin pas beaucoup chez ces groupes-là. C'était un exercice de style, je m'entends. Alors que chez lui, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un acte militant. Après, il y a eu le Palais des Sports en 1975, c'était une belle fête, et puis il y a eu un trou. Stivell a disparu, on n'a plus entendu parler de lui, certains ont dit il est fini, alors qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, moi personnellement, je ne peux pas éternellement refaire la même chose et par exemple suivre des recettes que même si je les avais établies moi-même à la limite. C'est une question de personnalité, j'en sais rien moi, mais je ne peux pas refaire 2 fois la même chose, quoi. Et donc personnellement, je voulais profiter finalement d'une situation de tribune pour faire connaître un certain nombre de choses. La première chose, ça a d'abord été un disque sur les poètes bretons, et donc ça a permis finalement, j'ai fait dit un poème de Youn Guernica, j'ai dit un poème de Paul Keinec, un truc de Modest Gandour, etc. Donc des gens qui n'étaient pas forcément très connus par le grand public, et donc ça puisse servir entre autres à ça, quoi. Ensuite, j'ai fait un disque sur l'histoire de Bretagne, parce que ça me paraissait aussi un élément important, quoi. Mais les masses médias n'ont pas marché là-dedans. Enfin, faut dire qu'au même moment, j'étais en grève des artistes aussi, au moment à la sortie de ces 2 albums-là, donc ça n'a pas aidé non plus, quoi. Et en plus, vous avez quitté Paris. Et en même temps, j'ai quitté Paris, oui. Sans garder d'attache, je veux dire, pas d'attaché de presse qui entretient la réputation, qui fait passer les disques et tout ça. Oui. Voilà, oui. Et ça vous a pas fait ça n'a pas été terrible. Et puis en même temps, il y avait aussi toute une contestation, etc., qui, moi, m'a fait craquer aussi complètement, quoi. C'est-à-dire, pensez à quoi, de dire Alan Stivell vendu, etc., quoi. Et moi, j'ai pas résisté à ça, quoi. Il a fallu que je respire, quoi. En Bretagne, je crois que les gens aussi ont peur de la création, rejettent un petit peu la création en bloc, et puis restent un petit peu dans le côté traditionnel, se réconfortent dans la tradition, alors que toute forme de création est un peu suspecte en Bretagne. Il n'y a pas tellement de solidarité à ce niveau-là, je pense. En Bretagne, en tout cas, on a souvent confondu chez Alan le militant et l'artiste. Les deux ne sont pas toujours complètement collés. Et souvent, on lui a demandé des comptes militants, alors qu'il faisait des choses
artistiquement, plus au niveau de son jeu intime, très importante pour lui, et à l'inverse. Et c'était une mauvaise période. Pourquoi? Parce que, moi je vois les choses comme ça. En 76, il y a encore en France de nombreux concerts de Malicorne, pour prendre un groupe un peu dans la même mouvance musicale qu'Alain, c'est-à-dire du folk rock, des gens qui tentent d'actualiser une musique traditionnelle. Eux, leur problème, c'était la musique française tous azimuts. Il y a encore des concerts de Malicorne, entre un concert d'Igelin, un des premiers en province, et puis encore entre un des concerts de Magma, puisqu'on a Klaus sur le plateau ce soir. 77, ça se gâte sérieusement. 78, c'est le déclin complet des groupes de folk rock. En 79, il n'y a plus personne, sauf Alan, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, qui est passé à travers la crise. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en 77, qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui se passe outre-Manche? C'est le mouvement punk. Bon, vous allez me dire quel est le rapport directement entre Alan et Messi, parce qu'il y a là une fracture. Ces gens n'ont pas besoin d'identité, ils disent « New Future », c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'unité du public rock et des musiciens rock est brisée. Il y a deux générations de musiciens, il y a deux générations de public, il y a l'apparition de technologies nouvelles. Rien ne sera plus comme avant. Oui, et puis il y a effectivement, j'enchaîne sur les technologies nouvelles, dans la mesure où le synthétiseur arrive en force. Bon, il est arrivé sur le marché en 72-73, les premiers en Europe vraiment perfectionnés en 75, et là, d'un seul coup, tout est devenu électronique. Quand je dis que outre-Manche, à ce moment, apparaît le phénomène punk, c'est tout simplement pour dire qu'à partir de ce moment-là, c'est l'émergence d'une nouvelle génération qui n'a pas la même problématique, qui n'attend pas la même chose de la musique, qui n'attend même pas la même chose de la vie, tout simplement. Donc, effectivement, si Alan Stivell marche un peu moins bien, c'est pas son talent qui remet en question, c'est que les cartes ne sont plus du tout les mêmes. Les cartes du monde, le monde a changé et la musique a changé. Et si tout cela était lié, au fond, à l'échec presque complet de tout un mouvement de contestation politique, culturelle, qui avait connu ses heures de gloire en 68 et qui faisait flop complètement dans les années 75, le gauchisme, le régionalisme, les racines et tout ça, si les gens n'étaient pas complètement saturés et renvoyaient alors à ce moment-là tout le monde aux orties, y compris le bon grain, avec l'ivraie. Et qu'Alan en aurait fait les frais. Mais franchement, Alan, vous ne vous attendiez pas à un relais politique? Si, vous qui étiez des culturels, qui portiez quelque chose. Des chanteurs ou des musiciens ne peuvent pas porter à bout de bras une conscience nationale bretonne pendant des générations. C'est-à-dire, il faut bien qu'à un moment donné, on arrive à un certain succès sur le plan de changement réel, le plan administratif et tout ça, quoi. Et le relais, il est plus ou moins pris, mais tellement lentement que, ça, c'est le drame, quoi. Oui, en clair, vous avez toujours milité à gauche, et même d'une certaine... un socialisme utopique très poussé. Hein. Oui. La gauche est arrivée au pouvoir. Est-ce que finalement votre position n'est pas plus gênante aujourd'hui qu'elle n'était avant, dans la mesure où la gauche n'a pas fait grand-chose dans votre sens? Je veux dire, moi personnellement, je suis utopiste, c'est-à-dire que ce qui me permet à la limite d'apprécier le moindre petit mouvement positif, quoi. C'est-à-dire que d'avoir 2 heures de breton par semaine à l'école au lieu de rien du tout, par exemple, j'apprécie quand même. Il y a 10 ans, 15 ans, quand vous étiez en scène, on pensait à vous presque autant, j'allais dire en tant que penseur, entre guillemets, qu'en tant que musicien. Aujourd'hui, on a l'impression, c'est une impression de spectateur, qu'on vous écoute en vous admirant énormément comme musicien, et que pour le reste, on se dit qu'il ferme, pardonnez-moi, vous voyez ce que je veux dire, on n'en a rien à foutre. Ces idées politiques, on veut quelqu'un qui joue de la harpe, on veut quelqu'un qui fait sa musique, mais ces idées politiques, Dieu qui nous laisse en paix avec ça. Le plus important, de toute façon, c'est pour quelqu'un qui a un mode d'expression, c'est de se servir de ce mode d'expression. Et personnellement, il est évident que je suis musicien avant toute chose, quoi. Marie-Paul, ce que je viens de dire là, crûment et peut-être un peu violemment sur la crise politique, donc pour toute une série de musiciens, vous ne l'avez pas vécu, vous, en tant qu'interprète? Il n'y a pas eu un moment où votre public vous a dit ras-le-bol, rengaine un peu tes messages et chante, tu as une très belle voix, on t'écoute?
C'est-à-dire que bon, bah, actuellement, je ne chante plus du tout ce que je chantais auparavant. Disons que j'avais un tour de chant beaucoup plus politisé, beaucoup plus engagé. Bon, après, quand il y a eu quand même une reconnaissance de l'identité bretonne, c'était acquis au moins dans le cœur de chaque individu, et je n'ai pas eu besoin de revendiquer les mêmes choses. J'ai pu chanter autre chose, aller vers des thèmes beaucoup plus universels. Et le pas avait été franchi. Le pas a été franchi. Il était franchi avec des gens, grâce à des gens comme Steve Earle, qui ont participé énormément aussi. Sentir qu'il y avait un problème grave, sinon auriez-vous fait quelque chose comme la symphonie celtique qui vous fait monter d'un palier. Je ne pense pas que si quelqu'un qui cherche à se mettre dans une mode crée une symphonie celtique. Alors à quoi correspondait cette œuvre entre... C'est-à-dire au tout départ, ça rejoint un petit peu, on avait parlé avec Pierre-Yves Moigne tout à l'heure, c'est l'aspect fusion musique classique, musique celtique, quoi. Qui, pour ma part, après, s'est développé fusion avec musique américaine et en même temps, ou un peu après, fusion avec d'autres formes de musique ethnique du monde entier, quoi. Essayer, d'une part, toutes les musiques populaires, les faire se rejoindre et aussi rejoindre aussi toutes les classes sociales ensemble, etc., quoi. C'est une musique planétaire. C'est une façon d'essayer, chacun peut essayer d'aller vers une certaine universalité, quoi, en essayant de faire une fusion, quoi. Pour ma part, ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est d'aller vers une fusion des musiques et des cultures, quoi. Et vous vous sentez d'autant plus celte que vous ouvrez comme ça? Oui, parce que personnellement, ça peut paraître simpliste, si tu veux, mais refuser le simple mariage, par exemple, musique celtique, musique classique, c'est par exemple être plus sûr de rester en Bretagne. Parce que je suis à la fois citoyen d'univers et breton. Et en acceptant les influences tout autour de moi, j'ai presque plus de chances de rester breton, quoi, que finalement, en faisant du folk rock, finalement, c'est musique mid-Atlantic music, finalement. C'est la musique du milieu de l'Atlantique. Si faire musique bretonne classique, c'est finalement faire de la musique alsacienne, quoi. Et par exemple que pour toi la musique bretonne ce n'est pas lié à un instrument particulier, ce n'est pas lié à un biniou, ce n'est pas lié à une bombarde, c'est pas lié il y a une dialectique là-dedans, il y a une tension entre le besoin d'exprimer une identité propre et l'universalité, quoi. Et cette tension, elle est créative, finalement. Et c'est toujours passé, c'est toujours ça qui a fait que les cultures ont vécu, vivent. C'est cette tension, si tu veux, en même temps de se frotter à toutes les accepter le risque de se frotter à toutes les influences. Au même moment, on prend une espèce de pari d'essayer en même temps de se manifester soi-même. Et de la même manière, ce que tu fais d'un côté de la musique de groupe qu'on peut appeler de la musique électrique et de l'autre côté de la musique en solo beaucoup plus intime. Oui, mais ça c'est, tu veux, chaque individu, à mon avis, a ces deux aspects-là, quoi. L'aspect nocturne et diurne, hiver ou été, chaque individu a ça, quoi. Même si des gens extériorisent qu'un aspect d'eux-mêmes, quoi. Et personnellement, j'essaie d'extérioriser les deux choses, quoi.